Evan a toujours vendu, mais jamais comme un vendeur. À 13 ans déjà, il se levait à 5 heures pour tenir un stand sur les marchés le week-end. Aujourd'hui, il structure des centaines d'opérations d'investissement par mois et a déjà permis d'injecter près d'un demi-milliard d'euros dans des marchés privés grâce à sa boîte Rentable. Entre les deux, un super pouvoir très clair, un talent rare pour les relations humaines et la résilience commerciale presque obsessionnelle. Dans cet épisode, on remonte avec lui le 0 à 1, comment une idée inspirée par un acteur allemand, un pivot, avant même le lancement, et un énorme sujet légal ont donné naissance à une machine à créer des SPV et des fonds ultra automatisés au service des investisseurs. On parle aussi de bonnes ventes, celles qui commencent par le conseil, pas par le pitch, et de la manière dont Evan et ses deux cofondateurs s'alignent en continu pour construire une boîte où l'intérêt du projet passe avant l'intérêt des fondateurs. Un échange concret sur la vente, la structuration, la confiance et ce fameux principe qu'Evan applique désormais partout. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Venez découvrir la conversation. Salut Evan. Salut Matt. Sympa de te voir aujourd'hui. Je suis hyper content de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Plaisir d'être là. Avant peut-être de présenter Rentable, comme j'aime toujours bien le faire, on va prendre un moment évidemment pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé un peu du 0 à 1 chez vous, chez Rentable, ces différentes étapes, mais aussi pour parler un peu de toi et notre conviction, nous, qu'on a chez Exa, eFounders, c'est que chaque fondateur a un super pouvoir, quelque chose qui le rend extrêmement différent, singulier des autres, et que si on arrive à être sur une boîte qui leverage ce super pouvoir, eh ben, c'est une condition exceptionnelle, voire sine qua non, de créer une énorme boîte. Je te poserai une question, du coup, comment tu vois les super pouvoirs très tôt, du coup. Ah, mais voilà, ça va, on m'a jamais posé, c'est vrai. Donc, je suis intéressé. Mais là, maintenant, pour toi, et tu me diras si tu es d'accord ou pas avec ça, dans ton cas, alors même si j'en avais plusieurs, c'était difficile de choisir, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui ressort dans ta personnalité, c'est ton talent, fais attention, ton talent dans tes relations humaines et qui est évidemment le plus visible dans ta vente, dans la vente dans le bon sens du terme, ce talent à embarquer des gens, à embarquer des clients et aussi cet aspect résilience, c'est-à-dire que quand je t'ai vu à l'action dans la vente, j'ai rarement vu quelqu'un qui le faisait aussi bien et avec autant de résilience, parce qu'au début, quand on a un tout jeune produit, une toute jeune solution, évidemment, on prend des portes. Et souvent, toi, ces portes, elles t'ont pas mis par terre, tu as continué à avancer. Et souvent, tu as obtenu ce que tu voulais. Et je trouve ça toujours assez remarquable. Est-ce que ça te parle ou pas ? Non, mais ça me parle. C'est vrai que de toute façon, la vente, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Enfin, le côté sales, c'est vrai que c'est... De toute façon, quand tu parles de pouvoir, et je suis preneur de savoir, du coup, comment tu les vois chez les autres, mais de toute façon, il faut que ça soit quelque chose qui t'habite. Donc oui, la vente, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. J'aime le côté relationnel, j'aime être avec les gens. Donc en fait, naturellement, la vente vient avec. En fait, moi, je dis jamais que je suis un vendeur. Je suis jamais en train de vendre mon produit. Je vends un peu plutôt du conseil en étant expert sur certains sujets. Et après, naturellement, le produit vient avec. Donc pour moi, ça, c'est les bonnes ventes. Et ce que j'aime souvent dire là-dessus, ça, c'est assez marrant, mais j'ai toujours gardé dans mon CV, vous pourrez tous aller voir, mais j'ai été vendeur sur les marchés quand j'étais plus jeune pour gagner un peu d'argent. Et je pense que ça vient vraiment de là aussi. Enfin, je l'ai fait entre 13 ans, enfin non, pas 13 ans, je dirais pas où j'étais. Je l'ai fait assez jeune, pendant 3-4 ans, et tous les week-ends, le samedi matin, le dimanche matin, même quand on faisait la fête le samedi soir, le samedi matin, le dimanche matin à 5h, j'étais sur les marchés. Et d'être dans cette vente, dans cette force de vente, c'est vraiment toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et voilà, et donc aujourd'hui, c'est vrai que ça aide quand on aime ça et quand voilà. Mais donc c'est génial parce que mais ça répond à la question que je pose toujours. C'est en fait d'où ça vient. Donc ça, c'est la première question. Donc toi, tu identifies que ça vient peut-être de là. Et peut-être deuxième question, c'est de se dire est-ce que ce super pouvoir, il est présent dans toute ta vie ? Est-ce qu'il est présent uniquement dans ta vie professionnelle, ton projet, ou c'est quelque chose que tu as aussi dans le Evan, dans sa vie privée et tout ça ? Après, ça dépend le côté... Enfin, moi, le côté relationnel, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça a toujours été, que ce soit pro ou perso. C'est vraiment pas... En fait, s'intéresser aux gens. Enfin, moi, c'est vraiment s'intéresser aux gens qui sont autour de moi. C'est toujours quelque chose qui était assez fort. Donc ça, je l'ai. Et après, en fait, comme je disais, moi, je suis pas sales. Tu vois, quand tu dis que c'est la vente, je pense que c'est vrai que c'est un... Enfin, en tout cas, moi, je me reconnais moins sur le vendeur assez shark, très... allez, on y va et on va juste vendre pour pousser quelque chose, même si c'est pas pour le client en face. Ça, c'est pas mon style de vente. Et après, c'est pour ça que j'ai fait la boîte un peu à l'image de ça, c'est que Rentable, on vend de la confiance. Donc, il faut réussir à créer cette confiance et ça marche. Et ça aurait peut-être pas du tout marché. Enfin, tu vois, je suis pas le meilleur vendeur. J'aurais été sur un marché où il faut vraiment être
un peu requin et aller vendre quoi qu'il arrive, etc., même si on ne believe pas dans son produit, totalement en tout cas, ça n'aurait pas marché. Voilà. Donc moi, c'est vraiment ce côté-là qui me plaît et que je continue à faire, quoi. Et oui, je le ressens dans le perso aussi. Ouais, mais c'est génial parce que ça fait le lien avec la suite. Donc, ce super pouvoir, il est hyper important, spécialement dans une boîte comme Rentable. Dis-nous déjà, qu'est-ce que fait Rentable? Oui, non, mais alors Rentable, en 2 mots, je peux faire tous les différents pitchs, mais pour vraiment simplifier, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on structure des investissements dans les marchés privés. Donc les marchés privés, c'est tout ce qui est venture, donc les investisseurs dans les startups, dans le private equity, dans la reprise d'entreprise, des choses comme ça, ou même dans l'immobilier. Et donc nous, on vient vraiment mettre des structures d'investissement qui permettent à des groupes de personnes de se regrouper et d'investir dans ce type de marché privé. Voilà. Et donc, en fait, nous, on a vraiment découvert ce monde où on pensait que c'était des choses qui existaient depuis très longtemps. Non, on est arrivé avec une approche ultra digitalisée, en fait, c'est des choses qui sont très opérationnelles. C'est là où nous, on a mis beaucoup d'IA sur notre back-office, qui nous fait qu'en fait, on peut vraiment scaler très vite. Et donc, aujourd'hui, on fait des centaines d'opérations par mois, grâce à l'automatisation qu'on a fait. Voilà. Et donc, on a fait quasiment un demi-milliard maintenant quand même d'investissement en 2 ans. Chapeau. Donc, ça commence à en faire un petit peu. Et dans tous les domaines, c'est ça qui est beau, c'est qu'on voit tout type d'investissement, l'achat d'un immeuble, à investir dans la nouvelle start-up qui est en train de se lancer et qui va être la future pépite. Donc c'est assez excitant pour nous. Et c'est ce nom un peu barbare parfois, mais très commun dans le milieu un peu start-up, des SPV. C'est ça, c'est SPV, exactement. Ça, c'est le véhicule. Donc nous, on fait le SPV, c'est vraiment le véhicule d'investissement. Ouais. Et donc nous, on fait même 2 gros produits. On fait d'un côté des véhicules d'investissement qui vont rentrer dans une seule cible, et de l'autre côté des fonds d'investissement qui vont avoir une approche plus diversifiée. Voilà, on fait les deux. On fait les deux en tant que tel. Voilà. Avant de gérer un demi-milliard ou d'avoir entre guillemets levé un demi-milliard avec vos SPV, on va revenir sur les débuts. D'où vient l'idée? Comment vous avez commencé? Je sais que vous avez une histoire un peu spéciale en plus avec ton cofondateur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Avec Julien et Simon, c'est vrai qu'on a eu... en fait, ce qui a été assez marrant, c'est que nous, on était... donc, au début, ça a commencé juste avec Julien, avant que Simon nous rejoigne. Et avec Julien, on était au BCG. On allait plutôt pour faire un Moonfair équivalent. Donc, Moonfair, c'est une plateforme qui permet de démocratiser le private equity. Donc, ça veut dire qu'il y a des fonds où, normalement, pour mettre de l'argent dans un fonds de private equity, il faut mettre 5 millions. Alors bizarrement, pas beaucoup de gens autour de nous ont cette somme individuelle, en tout cas pour le mettre. Et nous, on s'est dit, on va commencer à pouvoir structurer justement cette approche où on va mettre plusieurs personnes ensemble pour réussir à mettre 5 millions en tant que tel. Et il y avait une start-up qui existait comme ça en Allemagne qui s'appelait Moonfair. Et donc on s'est dit, on va faire pareil en France. Ça a marché très bien. Ils avaient levé un peu d'argent. On s'est dit, c'est super. On démissionne du BCG, on commence à lancer. On commence à lever de l'argent. Et là, on voit que Moonfair, en fait, eux lèvent 100 millions. Tout de suite, on n'avait rien lancé encore, et là on se dit, bon, on va peut-être pas s'amuser à toujours être derrière eux, à courir, à être toujours le numéro 2, en plus on n'aime pas trop ça. Donc on s'est dit, on va pivoter directement, alors qu'on n'a encore rien lancé, mais on fait un pivot assez fort, où on va pénétrer le marché par la partie venture capital, donc tout ce qui est le monde de start-up, et c'est là où on a eu du coup la chance de rencontrer Exa, où on s'est dit, encore une fois, ce qu'on fait, nous, c'est un monde de trust, et donc de confiance, et donc on s'est dit, on va travailler avec Exa qui va nous donner de la confiance dans ce monde du venture capital qu'on avait moins avec nos backgrounds, et ce qui nous a aussi donné la chance du coup de rencontrer notre troisième co-founder Simon, qui avait le profil tech et qu'on avait vraiment besoin pour pouvoir lancer ça et le faire bien. Ok, hyper clair. Voilà, donc ça a été, c'est comme ça que ça a été originé. Donc le début, du moins l'idée vient de là. Comment est-ce que vous êtes passé de l'idée à se dire, bah ok, c'est sûr que c'est la bonne opportunité, j'y vais pour 10-15 ans. Comment vous avez fait de la discovery? Comment vous avez eu vos premiers clients et tout ça? Alors, de toute façon, déjà, ce qui est assez marrant là-dedans, ça, on avait une approche assez BCG de dire c'est quoi tous les marchés, comment on peut les disrupter, etc. Avec le profil aussi de Julien qui venait, lui, il était au BCG Gamma, donc tous ceux qui faisaient la data science au sein du BCG, donc c'est tous ceux qui travaillaient sur les LLM avant que l'IA soit un buzzword à ce moment-là. Et donc, nous, ça nous a vraiment permis de se dire, on va avoir une opportunité de réussir à automatiser toute cette partie-là. Et ça, en fait, ce qui est aussi assez marrant, c'est qu'à la base, on se disait, nous, on va prendre des allocations, on va les distribuer. Les allocations dans des fonds de private equity. Et on s'est dit, la structuration... C'était l'idée initiale. Et après, on s'est dit, mais on va du coup voir des providers, on va chercher des providers qui vont nous structurer en dessous. On a vu que ça n'existait pas ou que c'était très mal fait et que c'était très cher. Et c'est là où on s'est dit, du coup, en fait, nous, on va mettre en place cette structuration qui est manquante dans l'écosystème et qui va nous permettre, en fait, d'être à travers toutes les verticales. Et c'est vraiment comme ça qu'avec la capacité de Julien et de Simon, on s'est dit, là, on a un vrai play à jouer. On va créer ces véhicules d'investissement. Au début, on pensait vraiment aller avec des providers. On pensait que c'était existant.
Mais en fait, non. Et donc, on s'est dit, c'est ça qu'on va vendre. Et on a commencé à vendre les premiers, et il y a eu une viralité de dingue, et donc du coup on a réussi à devenir un peu une référence sur le setup de ce type de J'adore, parce que c'est un adage qu'on a chez Design Founders que tu connais, c'est qu'il faut toujours avancer, et en fait quand tu traverses le désert, quand tu lances une boîte, c'est traverser un désert, c'est par définition c'est hyper dur, et en fait c'est en avançant que tu peux trouver des problèmes et donc créer de la valeur. C'est ce qu'on discutait juste avant avec les quelques nouveaux fondateurs d'Exa, où je leur disais, de toute façon, il faut avancer, il faut aller chercher, il faut aller creuser. Nous, quand on était encore au BCG, qu'on avait fait notre matrice de se dire on va attaquer ce marché parce qu'il y a un gros potentiel, c'est un marché de 30 milliards, on va y aller et tout. C'était pas de la structuration à la base. En plus, c'est très légal. On se disait c'est pas là-dedans qu'on va être. Mais en fait, en creusant, tu vas chercher là où est le vrai pain. Ça, c'est ce qu'on dit toujours. Enfin, c'est dit, redit, redit. Mais c'est tellement vrai que oui, j'aurais pu continuer à faire de la distribution, etc. Mais en fait, il y a un vrai problème. Au niveau de la structuration, nous, on a les capacités, en tout cas aussi en tant que founder, à bien le comprendre, à bien le vendre et à pouvoir y répondre. Et donc, on s'est dit, on y va peut-être baisser dedans et ça va marcher, quoi. Alors, un peu une double question. Vas-y. Parce que je me projette, mais donc je me mets à Roundtable. Non, mais contrairement peut-être à d'autres startups et autres, vu les responsabilités de votre produit et tout, il n'y a pas le droit à l'erreur. Tu ne peux pas amener un produit où il y a un bug, le contrat est mal fait, le SPV en fait il est illégal et tout. C'est un monde qui n'existe pas. Donc comment est-ce que vous avez fait pour, entre guillemets, valider l'idée, l'opportunité et même l'exécuter les premières fois en sachant qu'il y a une tolérance zéro au risque et à ce que que votre promesse ne soit pas livrée, quoi. Oui, alors en fait, il faut voir où sont les tolérances vraiment zéro. Et donc, nous, on a vraiment commencé sur le légal, tout ce qui est réglementaire et tout. C'était nos plus gros obstacles au début. On ne savait même pas si on allait réussir à contourner ces obstacles-là. Et en fait, on est vraiment rentré dedans. On savait qu'il y avait pas mal de dépenses. Moi, je dis souvent, on est quasiment une équivalente deep tech parce qu'on était assez capex intensive au début parce qu'il fallait dépenser pas mal en legal pour vraiment s'assurer que le produit tienne vraiment bien. Donc là-dessus, on a vraiment passé beaucoup de temps. Et après, le produit qui nous a permis d'automatiser beaucoup des opérations, d'onboarder des clients, etc. Au début, c'était du no-code. Julien en parlera vraiment, Julien et Simon, ils en parlent bien mieux que moi. Et c'est vraiment au début, on s'est juste dit, qu'est-ce qu'il faut ? Quel est le strict nécessaire ? Parce que l'approche MVP est nécessaire. Parce que sinon, tu ne vas jamais dans le marché. On aurait pu faire ça pendant 2 ans. Et à la fin, rien. C'est vraiment de se dire quel est le MVP qui permet que les gens vont pouvoir payer quelque chose, d'accord ? Et donc, c'est en faisant ces premiers véhicules, on s'est dit c'est vraiment le produit légal, et on fait avec du no-code la brique tech pour pouvoir onboarder tout le monde et avoir le strict nécessaire pour pouvoir flouer ces flux d'argent. Et du coup, il y avait vraiment mappé tous les partenaires avec lesquels on avait travaillé et tout. Et après, on a accéléré et on a fluidifié de plus en plus pour pouvoir monter en puissance. Et comme je disais, au début, on faisait un SPV par mois et c'était déjà super. Maintenant, on en fait une centaine. Et voilà, et ça sans scaler les opérations derrière parce qu'on a automatisé beaucoup derrière. Et donc, c'est vraiment ça, en fait, et ça même dans le code, et de toute façon, c'est aussi une culture d'entreprise. On dit à chacun, on les fait, à chaque fois que quelqu'un arrive chez nous, on leur dit, malheureusement, on peut shipper vite, mais comme c'est un monde de confiance, même pour les techs qui bossent avec nous, je leur dis si le chiffre qui est affiché n'est pas le bon, alors que ça n'a aucune conséquence, où est l'argent, etc. C'est juste le chiffre affiché n'est pas celui qu'un client pense avoir en tête, on perd toute la confiance. Et donc, là-dessus, on met toujours des checks, et là-dessus, on fait vraiment, on va rechecker derrière que là où on a nos points de rigueur les plus importantes, on assure. Et après, on vient optimiser à chaque fois, et au pire, on revert back très vite s'il y a un risque de confiance qui est fait. Mais le légal, c'est quelque chose qu'on a dû investir au début. On a mis 1 an avant de faire le premier SPV1 quand même aussi. Donc, voilà. C'est costaud. Donc ici, ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que vous, quasiment, votre MVP, il n'est pas technique, il est légal. C'est comment vous avez scopé, et il fallait mettre une limite, parce que sinon ça aurait pris 3-4 ans, mais comment en 1 an vous avez réussi à dégrossir ce sujet et se dire, OK, on va se cantonner à juste ça, mais on va le faire bulletproof, comme tu dis, avec la confiance. On a réussi à scoper assez vite au début là-dessus, en se disant, en fait, en faisant les discovery calls, il faut en faire beaucoup, on en a fait 400. En 2 mois, on a parlé à 400 investisseurs pour voir exactement où était leur pain. C'est là où on a compris que la structuration pourrait vraiment apporter pas mal. Et
et qu'est-ce qu'ils avaient vraiment besoin au strict nécessaire. Et donc, on a commencé et on s'est dit, on va faire CSPV pour un groupe d'investisseurs qui vont investir dans une start-up. Okay. C'est des gens qui, en plus, sont assez ouverts à l'innovation. Donc, en fait, tu te dis, ils vont être... Si, en plus, tu arrives à leur apporter de la crédibilité en connaissant bien ton sujet, ils vont te faire confiance et ils vont venir t'accompagner et ils vont venir utiliser ton produit au début. On a scopé ça. Après, le champ des possibles pour nous en termes de structuration est monstrueux. Hein, et là, on n'est qu'à 10% de tout ce qu'on va commencer à faire dans la dette privée, aux États-Unis, toutes les juridictions. Enfin, on a vraiment un champ énorme derrière. Mais nous, on s'est dit, on commence petit. On commence par une classe d'actifs qui est le venture, des SPV où on regroupe des syndicats, SCE, plus les founders, parce que c'était le même produit, avec juste un ICP de l'autre côté de la barrière. Et on s'est dit, on prend ces deux-là et on déroule. Et on a déroulé avec beaucoup. Et après, il y a eu un effet un peu viral, parce que, en plus, c'est des choses qui s'auto-alimentent tout seul. Mais voilà. Et ça, on a scopé et on a coupé tout le reste. Et pourtant, c'est dur quand des gens viennent en disant, mais moi, je veux ça en plus, ça en plus. On dit, pour l'instant, on ne le fait pas. Et c'est pas gênant. En fait, moi, c'est ce que je dis aussi à beaucoup de founders, c'est soyez très à l'aise de dire non et d'être maître des choix que vous avez faits. Moi, j'en ai plein qui me disent, mais pourquoi tu fais pas ça ? Je fais, mais parce que c'est quelque chose qui sera intéressant, mais on le fera dans 2 ans. Et c'est pas notre priorité aujourd'hui. Notre priorité, c'est celle-là. Et on en reparle dans 12 mois ou dans 18 mois. Merci, je note ta demande et je reviendrai vers toi. Et en fait, tu gagnes et souvent les gens s'adaptent à toi. Mais c'est ce qui est fou, c'est qu'après les gens disent « Ah, mais j'ai quand même envie qu'on bosse ensemble. Je vais prendre ça d'abord et on verra ensuite pour la suite. » Et voilà. Ça fait écho à l'épisode avec Hugues Renoux, que je pense que tu connais bien, qui a aussi ce talent, comme toi, de savoir dire non à un prospect. Et c'est vrai que nous, ce qu'on remarque, c'est que quand tu es au début d'une boîte, évidemment, c'est le pire truc. Tu as un client potentiel qui est intéressé, qui est prêt à payer, mais tu n'as pas la fonctionnalité, tu n'as pas le truc et tout, et donc tu dois dire non. Dans ton call de qualif, non, il ne passe pas, parce qu'en fait, on ne répond pas exactement à son besoin. C'est dur, mais je pense que les meilleurs entrepreneurs, comme tu dis, ils arrivent à dire non. Et peut-être que la force ultime, c'est qu'au final, le prospect va quand même venir, même si la solution n'est pas parfaite. En plus, si... Après, on fait tous des erreurs, des choses comme ça, mais... Souvent, quand on ouvre une boîte sur le marché, on commence à le connaître quand même, parce que justement, on a fait tellement de calls, on a parlé à tellement de personnes, que si on se dit que c'est peut-être pas le bon truc à faire, on peut lui expliquer de façon rationnelle et en fait, finalement, convaincre quelqu'un qui pensait que c'était le mieux. Moi, je me suis fait avoir, et par contre, j'ai eu une erreur là-dessus, c'est en France, au début, dans les Discovery Calls, tout le monde nous disait, c'est un peu fiscal, mais ils nous disaient, je veux que ça soit éligible au PEA. Oui. Et je me souviens, vraiment, et ça c'est une des erreurs entre guillemets au début, où tout le monde me disait il faut que ça soit éligible à cette niche fiscale, on fait que ça et tout. Moi j'avais du mal à y croire parce que pour moi ça ne faisait pas vraiment de sens, mais bon, on a continué, on a développé dans les produits des véhicules, on en a fait un dédié pour que ça soit éligible en plus, on en avait même créé 10 d'avance parce que c'était un peu lourd à faire, donc on les avait créés. Le stock on l'a eu pendant 2 ans. On n'arrivait pas à les vendre derrière parce qu'en fait, quand on avait l'autre option qu'on pensait la bonne, même les gens qui voulaient du PEA, en fait, revenaient sur l'autre option qui, en fait, finalement, était la bonne. Mais pourtant, je l'ai fait. On a eu une liability de coûts qui est restée pendant 2 ans sur cela. Et voilà, mais c'est vrai que faut aussi un peu croire son instinct. Après, il faut toujours écouter le marché. Quand on sent qu'il y a un truc qui ne marche pas, il ne faut pas... Mais, comme je disais au début, je ne pensais pas faire de la structuration. Et en écoutant le marché, on s'est dit, c'est la structuration qu'on y va. Donc, il faut s'écouter le marché. Mais au moment quand on croit des choses, il faut bien l'assumer. Et c'est la meilleure des ventes aussi. Et alors, justement, est-ce que toi, dans ta tête, il y a eu un point de bascule sur... C'est certain que cette boîte, ça va être un carton, c'est la bonne. Est-ce qu'il y a eu ce moment où c'est quelque chose de graduel, ou est-ce que c'était là depuis le début ? Comment est venue cette conviction que Rentable, du moins cette opportunité-là, c'était la grande opportunité ? C'est une bonne question, parce qu'en fait, alors, je dirais pas que c'est graduel, parce qu'il y a vraiment quelques événements, et je vais revenir un peu dessus. Mais c'est vrai que d'un côté, au début, de toute façon, quand tu te lances sur quelque chose, tu dis j'y crois. Après, tu as toutes les galères et tu dis est-ce que c'est toujours le bon ? Non, c'est le moment où on a commencé à en vendre un et cet esprit, nous, c'était assez viral. Et je me souviens là-dessus, tu avais joué un gros rôle en plus parce que Rentable, un des gros problèmes chance ou problème de Rentable, c'est que les gens doivent avoir énormément confiance. C'est une image de qualité. C'est ce qu'on a envie de véhiculer. On fait très attention. C'est pour ça qu'il y a plein de clients avec lesquels on ne travaille pas parce qu'on n'est pas à l'aise. Il faut vraiment faire attention à ça. Et du coup, au début, on se disait on va faire uniquement sur des super startups parce que comme il faut gagner de la confiance, on va structurer pour que des super beaux noms
Si c'est une startup qui est un peu médiocre, on va pas le faire parce que ça peut entacher notre image. Et à un moment, tu nous as dit, mais de toute façon, il faut juste, votre produit est prêt, juste faites-le rouler et vous verrez après pour être plus restrictif. Tout en étant compliant, mais en disant qu'une startup en fait qui lève, même si c'est peut-être pas la next unicorn, c'est pas Mistral, c'est pas tout ça, on y va. Ouais. Et quand tu nous as dit ça, on y allait. Ouais. Et je me souviens vraiment de ce moment-là, et c'était le moment où tu revenais chez Exa, et tu nous dis ça, on y va, on le teste, et on en fait un, et en fait, il y a cet esprit viral qui a commencé, parce que nous, quand on fait un véhicule d'investissement, on a un client, mais qui vient avec 20 potentiels clients. Oui. Et donc, en fait, les 20 potentiels clients découvrent la chose, se disent, mais en fait, le truc est super, et du coup, on a un effet boule de neige qui va assez vite. Et donc, grâce à au moment où on a commencé à voir cet esprit de viralité, génial. Là, on s'est dit, bon, allez, ça va prendre. Après, la question, c'est combien de temps ? En fait, aujourd'hui, 2 ans et demi après, c'est encore dans une pure viralité. Ouais. Et comme je disais, j'ai eu mon PMF, là, 2023. On est en train d'en avoir un deuxième fin 2025. Sur la partie 1, les fonds d'investissement qu'on crée, qui sont des structures beaucoup plus compliquées, mais sur lesquelles, ça y est, la confiance arrive et ça explose. Et 2 aussi au début, on était très venture et on avait la vision. On était sûr qu'on commence par petit, et on va avoir de plus en plus de gros. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant, on a plein d'institutionnels qui viennent. Et c'est ça qui est beau. Et là, c'est pour moi un deuxième PMF de se dire, on a commencé, on avait une vision sur comment y aller. On avait craqué le premier PMF. Le deuxième, c'était vraiment une forte believe, mais il fallait y aller. Ouais. Et on le sent maintenant. Voilà, en étant partout, on a réussi à le faire. Et donc, pour moi, c'est un peu ces 2-3 événements qui ont été importants pour moi et où on a senti. Et aujourd'hui, quand on voit la multitude, et là, c'est dur de dire non parce que on a des opportunités aux États-Unis, au Middle East, au UK, avec des montants qui sont juste pharaoniques pour nous. Et en même temps, tout le monde veut y aller. Donc maintenant, c'est juste la capacité d'exécution. Hein, donc voilà, c'est beau, quoi. Ouais, c'est top. Et peut-être juste, tu peux nous en dire aussi un peu plus. Je trouve que vous avez un choix stratégique fort par rapport à votre levée de fonds. Alors, on s'approche au 1, voire le 1+, mais vu que vous avez fait un choix quand même parfois atypique, parce que vous avez levé qu'avec des business angels, mais explique peut-être pourquoi et la réflexion. Non, mais là-dessus, ça apporte... Enfin, ce que je dis aussi à beaucoup de founders, c'est incentive un peu tes clients. Et donc, nous, on a décidé, quand on a levé, on avait levé 3 millions en 2023. Et en fait, on a décidé de le faire qu'avec des angels. Mais en fait, l'avantage, c'est que c'est nos clients qui sont des investisseurs. Et on s'est dit, eat your own dog food. Hein. Donc, on va créer nos propres véhicules. On va mettre... Et moi, je faisais des tickets maximum plutôt que minimum. D'habitude, un founder dit, pas de tickets en dessous de 20, 50, whatever. Moi, je disais pas plus que 50. Parce que je veux avoir le maximum de personnes, sans être totalement crowdfunding, mais c'était vraiment... Je veux avoir le maximum d'angels influençants. Et déjà, en fait... C'est important de penser tout de suite aux prochaines étapes. On s'est dit, on sait qu'on veut être européen. Donc, on est allé en chercher en Allemagne, en Espagne, au UK, en Belgique, etc. Comme ça, on s'est dit, on va avoir nos ambassadeurs locaux quand on voudra ouvrir le pays. Et en vrai, ça a très bien marché. Un an après, on allait en Allemagne. On a contacté tous les angels allemands qu'on avait déjà à notre cap table. On leur a dit, les amis, on arrive. Merci de nous faire chacun 10 intros. On s'assoit avec vous. Et en 2 secondes, la viralité a recommencé. Et l'Allemagne, maintenant, elle est en train de skyrocketer aussi. Donc, on a vraiment eu ça, et moi, ce que je dis à beaucoup de founders aussi, c'est on peut lever avec des VC, on peut lever avec ou des angels, des family office, etc. Mais si on arrive à garder une petite poche pour incentiver nos clients, il n'y a rien de mieux. En fait, et c'est pas grand-chose, parfois, moi, ce que je dis, l'avantage... Bon, alors, désolé, ça fait un peu de la pub de commerce, de Roundtable, mais non, mais je veux dire, quand on met un SPV, que les gens mettent des tickets de 1000, 2000, 3000 euros, en fait, ça n'impacte rien à la cap table. Et l'avantage, c'est qu'après, tu as quelqu'un qui va être parfois ultra utile. Moi, j'ai quelqu'un qui était là dans les pharmacies, il est juste allé, du coup, il a dit, mais je vais faire le tour des pharmacies où je vais prendre 3-4 pharmacies par grande ville. Comme ça, je suis sûr que je vais pouvoir enclencher du bouche à oreille local. Et il est en train de le faire, il est en train de marcher, voilà. Donc voilà. C'est génial. Ouais, c'est top. Peut-être une dernière question avant de conclure, mais l'une des forces aussi chez Roundtable, c'est... Je pense la force de votre trio, donc vous êtes 3 cofondateurs, et la qualité des personnes que vous ramenez à bord. Peut-être déjà, comment vous faites pour avoir un trio aussi fort et aussi sur les gens que vous ramenez ? Non, et ça, c'est vraiment un point important. Enfin, moi, je vois les cofounders, et ce que je m'amuse à souvent dire, c'est des founders ne vont pas vraiment faire une boîte, c'est comment ils vont s'entourer derrière. Donc, il faut avoir la vision, mais après, c'est vraiment parce qu'on recrute des A-players qui vont vraiment être encore plus experts. Enfin, moi, je veux toujours recruter des gens plus experts que moi, parce que sinon, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est vraiment des gens qui apportent énormément de valeur.
Et donc, nous, on est très entourés par des A-players avec nous, et ce qui nous permet de grandir de cette façon-là. Mais par contre, ce que je dis aussi, c'est que les founders, par contre, s'ils ne sont pas alignés, en 2 secondes, même si on a une armée de A-players, on peut détruire une boîte. Parce que si on a des objectifs non alignés, etc., ça détruit. Et donc, nous, on passe vraiment un temps de dingue. Vraiment, on se parle sur des temps longs, toutes les semaines. Okay. On prend des retreats de founders, on essaye tous les 3 à 6 mois où on part 2-3 jours, on se coupe de tout pour vraiment juste réaligner, être sûr qu'on soit toujours à l'aise, etc. Et dès qu'il y a des sujets où il faut s'aligner, on prend le temps tout de suite dans la journée, on s'aligne et on n'hésite pas. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on se challenge énormément. Ouais. Mais par contre, ce que dit bien Julien là-dessus, c'est toujours disagrees and commit, quoi. C'est vraiment, on se challenge, mais à la fin, par contre, c'est une fois qu'on a trouvé un terrain d'entente, on y va tous, tête baissée, et on y croit tous à fond, quoi. Et donc, voilà, ça s'entretient. Même en entrée, avant de choisir de partir avec quelqu'un, on avait fait des questionnaires. Enfin, moi, j'avais pas mal de potes en VC qui avaient monté leur boîte, etc. Donc, j'avais dit, dites-moi tous les pitfalls, et on va se faire. Et donc, avec Julien et avec Simon, à chaque fois, on avait pris du temps à tous remplir ça de notre côté, à l'écrire. Et parfois, on le réouvre, hein, on dit, souviens-toi, quand on lançait, on s'était dit ça. Génial. Et regarde, on le ressent aujourd'hui, donc il faut qu'on s'en reparle. Et voilà, et donc, mais c'était la question de si demain, il faut bouger aux US pour que la boîte décolle, est-ce que tu es prêt à le faire ou pas? Et on ne savait même pas si notre boîte allait aller aux US. Pour l'instant, elle n'y est même pas, mais moi, je sais qu'à l'époque, j'ai dit oui, et j'en avais parlé avec ma femme, Julien pareil, en disant, est-ce qu'on est prêt à le faire? Et après, ça évolue dans le temps, mais voilà, c'est vraiment passer du temps toujours à être très cohésionné et surtout chercher aussi sur des domaines de compétences qui font du sens. Moi, même si j'étais pas légal à la base, je m'occupe du sales, ce qui était quand même ça, c'était assez sûr parce que c'est le truc qui me plaisait. Mais du coup, j'ai aussi pris le légal parce que pour être un bon sales, il fallait maîtriser le légal. Sur la partie opération, Julien, lui, c'était vraiment le produit qui l'excitait, mais l'opération, en fait, l'avantage, c'est qu'on savait que c'était ça qu'il fallait automatiser. Donc, mettre le produit avec les opérations, c'était parfait pour que le truc soit ultra optimisé. Et Simon, c'était de la tech ultra sécurisé, parce qu'on flow quand même pas mal d'argent, donc il fallait quelque chose qui soit requête béton, et on s'est dit, voilà, c'est vraiment, et chacun a son expertise, chacun se fait confiance, et en même temps, on se challenge sur chacun. Voilà. Donc, il faut passer du temps, et il ne faut pas le lâcher. Et même sans vous entendre parler ou quoi, ça se sent, c'est une boîte où il y a un alignement et une complémentarité entre les founders qui est assez, extrêmement impressionnante. Et il ne faut pas hésiter en fait, il faut enlever l'ego. Et c'est dur, mais il faut enlever l'ego et de se dire qu'est-ce qui est le plus intelligent et qu'est-ce qui va leverager le maximum de compétences de chacun. Et donc, quand il y a de nouveaux sujets qui tombent, on se dit où ça va devoir tomber, où est-ce que ça fait le plus de sens, en plus du sujet CAPA, etc. Mais qu'est-ce qui fait le plus de sens en termes de capacité, compétences pour pouvoir le faire. Et on le fait, et c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Nous aussi, on aime bien le framer chez Exa. C'est toujours ce qui nous rassemble, c'est qu'on met l'intérêt du projet avant l'intérêt individuel de chaque cofondateur. Oui. Et c'est ça qui... Et c'est beau à dire, hein, et c'est pas facile à faire. Exactement, c'est hyper mais c'est par de l'ultra-communication, c'est toujours comme ça, t'en parles. Et dès qu'il y a des sujets de friction, il y en aura toujours. Ouais. Mais on se pose, on l'acte, on prend le temps qu'il faut, et souvent on peut se dire, on va pas sortir de cette pièce tant que ça ne sera pas aligné. Et parce qu'en fait, ce temps où on va peut-être mettre 2 heures de plus, pour être sûr qu'on est bien aligné, va nous gagner un bruit potentiel monstrueux dans la boîte, parce que dès que tu commences à grossir, on est encore tout petit, hein, on est une trentaine, mais une direction, pour la récupérer derrière, c'est dur, quoi. Donc voilà. Déjà une trentaine. Chapeau. Je vois le temps qui passe, donc malheureusement, ça va être la dernière. Attends, j'en fais une dernière. Imagine, Evan relance une boîte, tu vois, relance une boîte. C'est quoi ton conseil à Evan qui relance une boîte Les conseils sur les choses où il faut faire attention. Le truc auquel je croyais pas... Enfin, pareil, ça fait partie de ces... Ce qui est assez marrant, c'est que c'est des trucs que tout le monde a en tête et ça fait du redit, mais... Moi, c'est vraiment quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est le truc qui me résonne le plus à chaque fois. On me l'a dit 40 fois et à chaque fois, tu te dis, mais oui, c'est logique. Et sur quel sujet? Un recrutement, par exemple? Ça peut être recrutement, marché aussi, en se disant... Non, mais tu vois, là, je te donnais l'exemple des SPV sur le PEA. On se disait, tiens, c'est bizarre. Mais bon, en même temps, il faut quand même écouter le marché, on y va. Et bon, logiquement, ça faisait vraiment pas de sens. Et on se disait, mais bon, on va quand même le faire parce que si on peut vraiment aucun vendre, c'est dommage. Et on s'est dit, au pire, on commence avec ça et on rabat les gens sur le produit auquel on pense le plus. Mais en fait, ça n'a juste pas marché. Sur le recrutement aussi, parce que quand tu prends et que tu as vraiment ce côté où tu te dis, il y a un truc qui marche pas,
Et ben en fait, parfois tu vois justement l'accélération de business, de opérationnel et tout, et tu te dis bon, de toute façon, j'ai besoin de quelqu'un, prenons-le. Mais en fait, cette accélération que tu fais à ce moment-là, ça va te créer tellement de bruit derrière qu'en fait tu t'y perds et tu aurais dû attendre 2 semaines de plus. Et parfois, c'est avec 2 semaines dans la vie d'un entrepreneur où tu te dis 2 semaines encore sans quelqu'un sur le pont pour nous aider à assumer tout ça, ça marchera pas. Et en fait, on crée beaucoup plus de bruit. Donc, pareil, ça paraît très très bateau, mais vraiment là-dessus, il faut se croire parce que si tous les moments qui ont été très compliqués, ça a été sur des choses où on l'avait senti venir depuis bien longtemps. Et parfois, non mais et voilà. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Mais en tout cas, je suis impatient de voir la suite pour Roundtable. Vous êtes sur une trajectoire exceptionnelle, donc on enregistrera un prochain épisode qui ne sera pas de 0 à 1, mais genre de 100 à 10 000. On verra c'est quoi la suite. On va trouver ça. Evan, merci mille fois, c'était hyper cool. C'était top. Merci.